Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je te présente le petit jeu Northgard Uncharted Lands qui est un jeu qu'on va appeler de type 4X, 4X Games, qui veut dire, si ma mémoire est bonne, Exploit, Expand, Exterminate, Explore. Exploit, Expand, Exterminate, Explore. Donc, c'est un jeu dans lequel tu vas faire de l'exploration, tu vas avoir une armée, tu vas révéler des nouvelles tuiles, tu vas aller vers de nouveaux territoires, tu vas récolter des ressources, tu vas recruter de nouvelles unités, tu vas construire de nouveaux bâtiments et tu vas attaquer des autres dans le but de contrôler le plus de territoires puis de faire plein de points de victoire. Souvent, ces jeux-là, c'est des jeux qui sont extrêmement longs. Mais là, ce que Studio H propose comme offre, c'est un jeu de type 4X, mais qui est simple à expliquer, qui est simple à jouer, qui n'est pas long. Pour moi, ça me créait donc beaucoup d'attentes. J'avais bien hâte de l'essayer. Je précise tout de suite que c'est un jeu qu'on a reçu. C'est une gratuité de Randolph, la boutique Randolph. Donc, on les remercie beaucoup de nous l'avoir essayé, de nous avoir permis d'essayer une copie. Fait que garde ça en tête. Fait que là, maintenant, on se plonge là-dedans. Je vais faire comme d'habitude. Je t'explique comment on joue au jeu, comment on l'installe évidemment d'abord. Je vais t'expliquer comment on y joue. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. J'espère que ça va être bon. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller préparer notre deck d'avancement. Dans le deck d'avancement, il y a 3 choses qu'on va regarder. On a nos points de victoire, nos espèces d'objectifs qu'on va marquer à la fin de la partie. C'est un deck de 7 cartes. Il va être identifié avec les 3 petits points qu'on voit juste ici. Ça, on va tout simplement prendre, on va les brasser. On va en prendre un nombre au hasard égal au nombre de joueurs. Je suis en train d'installer une partie à 3 joueurs. Je vais en prendre 3. Je vais les étaler sur le bord du plateau pour qu'on puisse les voir clairement, les 3. C'est des objectifs que je vais viser pour tenter de marquer des points à la fin de la partie. On va y revenir. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est les avancements, les cartes avancées. Eux autres vont être identifiés avec un double point qui est juste ici. On en a quand même un petit peu plus. On va brasser ce deck de cartes-là et on va en prendre 4 par joueur. Fait que dans mon cas, je vais en prendre 12. On a brassé notre deck, on a ces 12 cartes-là. On va aller se faire un deck qui va commencer comme ça ici. Dans le deck restant, les cartes qui vont être identifiées avec un seul point, on va les brasser comme il faut aussi. Ça, on va en prendre 2 par joueur. Donc, je vais en prendre dans mon cas 6 parce que j'installe une partie à 3 joueurs. On va aller mettre ça sur le dessus du deck qu'on a déjà préparé. Puis ça, on va aller se mettre ça proche de notre surface de plateau. Ça va être notre deck d'avancement. À côté de notre deck d'avancement, des achievements qu'on va avoir placés, on va aller se placer un deck de cartes qui s'appelle le Unrest. Ça, on va le placer face ouverte, face vers le haut en fait. Avant de préparer notre map, qui est d'ailleurs identifiée étant foncée de l'autre côté, notre tuile de départ, on va préparer les ressources de base qu'on va avoir. On a 3 types de ce qu'on va appeler les grands bâtiments qui vont ressembler à ça aussi. On se fait des réserves qu'on garde proche du plateau et on a 5 types de petits bâtiments qu'on va aller également se placer proche du plateau. On va avoir toutes nos ressources qu'on va se garder pas loin du plateau. On a 3 types de ressources dans le jeu, les menhirs ou les pierres, les pommes, le bois, puis on a un paquet de jetons de points de victoire dans des valeurs de 1, de 5, de 10. On a également un petit plateau de tour de jeu qu'on va aller se garder pas loin de notre surface de jeu. On va placer le marqueur sur le 1. Ensuite, il va nous rester à faire, on a des dés aussi. Je failli oublier les dés, on se garde ça pas loin. Ensuite, il va nous rester à faire le placement individuel et notre tuile de départ, comment on organise notre map pour commencer. Au niveau du placement individuel, c'est pas très très compliqué. On va commencer par se choisir une couleur d'armée. Là, je vais en montrer juste une pour le placement, ça va être plus facile. Mais chaque joueur va également avoir un deck de cartes à sa couleur. Les couleurs de cartes sont identifiées juste ici. Fait que je suis le joueur mauve, je vais avoir les 6 cartes mauves de départ. J'ai une carte d'aide-mémoire qu'on va se garder. Les autres joueurs vont prendre leur deck respectif aussi. Fait qu'on va avoir le joueur jaune. Et on va avoir en plus le joueur vert qui est en jeu. Fait qu'eux vont prendre leur deck, ils vont faire la même préparation que celle que je vais vous montrer. Ces 6 cartes-là, c'est un jeu de deck building, la mécanique de base. Avant de les brasser, je vais avoir à choisir mon clan. Mon clan va venir avec 3 cartes. Fait qu'on a le clan du loup et ses 2 cartes d'upgrade. C'est écrit juste ici, clan upgrade, clan upgrade. J'ai les 2 cartes du raven, du corbeau, le goat,
le book, stag, ainsi de suite. Fait qu'on choisit, par exemple, moi je pourrais prendre le Wolf Clan. Mes 2 cartes d'upgrade, je ne les aurai pas pour l'instant. On va se les garder pas loin de la surface de jeu. J'aime les mettre sous mon aide de jeu. Et la carte de loup de départ, je vais la mettre dans mon deck que je vais brasser. Ça va composer ma main de départ de laquelle je vais piger 4 cartes pour commencer la partie. On va donc avoir mes 4 cartes de départ que je garde évidemment secrètement. L'autre chose que je vais faire, c'est que je vais me préparer 6 soldats pour commencer la partie. Je vais en avoir besoin dans ma mise en place initiale. Les autres soldats, je les garde dans ma réserve. Et chaque joueur va commencer avec une réserve de 2 pommes et une réserve de 2 bois. Si on joue à 4 ou à 5 joueurs, le 4e et le 5e joueur vont avoir une 3e pomme. Dans une partie d'1 à 3 joueurs, on commence avec 2 pommes, 2 bois chacun. Et là, ce qu'il reste à faire, c'est la mise en place initiale. Fait qu'on va prendre la tuile qui a un dos noir, qui est notre tuile de départ. Elle est divisée en 4 zones. L'esthétisme sur cette tuile-là n'est pas important parce qu'il n'y a pas de symbole de ressources important pour le jeu. En commençant par le premier joueur, et pour désigner le premier joueur, on va lancer ces deux dés-là. Et celui qui va avoir le plus de haches va être identifié comme premier joueur. Disons, le jaune, il y a ça. Le vert roule un total de 2 haches, comme on peut le voir. Et moi, je roule un total de 2 haches également. Il faudrait donc relancer pour briser l'égalité. Disons que c'est moi qui la gagne. Ben, de la grande pile de tuiles, je vais en piger 3. Ça va être mes tuiles de départ. Sur ces 3-là, je vais en choisir l'une du groupe. Peut-être que je vais choisir celle-ci, par exemple. Je vais la mettre où je veux autour de ce plateau-là. Je ne peux pas briser les pointillés, mais je peux les continuer. Fait que je pourrais placer ça dans à peu près n'importe quel ordre, en autant que je brise rien. La première tuile, elle va toujours fonctionner. Une fois que je l'ai placée dans un des territoires de la tuile que je viens de placer, je vais prendre 3 des 6 soldats que je m'étais mis de côté initialement. Et je vais aller les placer dans l'une des zones. On reviendra sur les symboles des zones, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Quand ça c'est fait, ben, le 2e et le 3e joueur font la même chose jusqu'à temps que chaque joueur ait placé une des 3 tuiles qu'il a pigées. Très important, les tuiles de départ qu'on place, la première tuile qu'on place doit toucher à la tuile centrale. Fait qu'on n'aura pas le choix de continuer comme ça en faisant une espèce de croix. On a un placement spécifique à suivre si on joue à 5 joueurs. Il y a certaines tuiles qui sont identifiées. Il y a une page dans le livre d'instruction qui indique comment on fait le placement à 5, mais pour les parties à 2, 3 et 4, c'est toujours comme ça qu'on va fonctionner. Quand tout le monde a placé sa première tuile, ben là, toujours en suivant le même ordre de tour de jeu, les joueurs vont placer leur 2e tuile. La 2e tuile, disons par exemple que je choisis de placer elle. La 2e tuile, cette fois-ci, je peux toucher à la tuile de mon choix. Je suis pas obligé de toucher à la tuile centrale. Je pourrais aller placer ma 2e tuile ici, 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 n'importe où autour du plateau. Peut-être que je vais vouloir me la mettre, par exemple, juste ici. Je suis obligé de continuer les pointillés. Je peux pas briser le territoire. De façon générale, ça fonctionne assez bien. Et je vais aller placer 3 soldats, encore une fois, sur l'un des terrains de la nouvelle tuile que j'ai placée. Je ne peux pas en faisant ce placement-là, m'arranger pour que mes 3 nouveaux soldats soient sur le même terrain, le même territoire que 3 soldats qui ont déjà été placés, qu'ils soient de ma couleur ou d'une autre. Par exemple, je pourrais pas les placer ici, parce qu'on voit en suivant le pointillé que ça fait une zone fermée, ça devient donc un territoire qui est découpé sur 2 tuiles. Si le joueur jaune avait décidé de placer ses 3 soldats ici, mais en plaçant la tuile là, je pourrais pas mettre mes 3 soldats ici, parce que je serais dans le même territoire que le joueur jaune, que les 3 soldats jaunes, je serais dans la même zone divisée par les pointillés. Si le joueur jaune avait placé ses 3 soldats ici, en plaçant ma tuile là, le seul endroit où je pourrais aller, c'est ici, parce que je dois être sur un nouveau territoire. Mais il n'y a absolument rien qui m'aurait empêché, disons que le joueur jaune a joué comme ça, de placer moi, ma zone juste ici, et d'aller placer mes 3 soldats qui sont juste ici. Ils sont dans une zone là. On voit que la zone ici est inoccupée. Elle fait partie des 2 tuiles. Elle est divisée par ses pointillés. Fait qu'on continue ce placement-là jusqu'à temps que les joueurs aient chacun placé une 2e tuile. Quand c'est fait, la tuile restante, elle va tout simplement être rebrassée dans ma pile de tuiles initiale. Donc un placement de départ pourrait ressembler à ceci. Chaque joueur a choisi 2 zones différentes en plaçant 2 de ses tuiles, a placé 3 de ses soldats à l'intérieur de la tuile qu'il a choisie. Les zones peuvent être composé de plus qu'une tuile. Par exemple, si on a un territoire qui est sur 2 tuiles différentes, mais il y a quand même juste un groupe de soldats à l'intérieur. Il peut pas y avoir plus que 3 soldats dans la mise en place initiale. Il peut pas y avoir plus que 3 soldats dans le même territoire. Maintenant qu'on est prêt à commencer, quel est l'objectif de Nordgard? C'est de devenir le plus puissante tribu de Vikings. Il y a 2 façons d'y parvenir. Premièrement, il y a le temps.
Le jeu va se jouer sur un maximum de 7 tours de jeu, fait qu'à chaque fois qu'on va jouer un tour de jeu, on va avancer sur cette piste-là. Si on arrive à la fin de la piste, c'est le dernier tour de jeu. À la fin du 7e tour de jeu, on va tout simplement compter le nombre de points de victoire que chaque joueur va avoir. Donc, on va regarder combien de jetons on a ramassé pendant la partie. On va regarder nos bonus de fin de partie. Celui qui a le plus de points va l'emporter. Deuxième façon qu'on a de gagner, ce sont les bâtiments de type grand. Sur le plateau, on va avoir beaucoup de tuiles qui vont avoir des petits carrés comme ça. On voit ici, il y en a un peu partout. Des fois, on me dit quel type de bâtiment seulement peut aller là. Des fois, on me dit que je peux construire n'importe quoi. Et des fois, il y a cette forme-là qui indique que c'est pas un petit bâtiment qui peut aller là, c'est un grand bâtiment qui peut aller là. Si à la fin d'un tour de jeu, un joueur par lui-même contrôle 3 territoires différents sur lesquels il y a un grand bâtiment, mais ce joueur-là va remporter la partie. Et ça, c'est les 2 conditions de victoire. Maintenant que je sais comment gagner, comment la structure du tour de jeu fonctionne, on a une petite carte d'éléments pour s'en rappeler. Chaque tour de jeu est considéré comme étant une année et dans une année, il y a 5 étapes. Il y a le début de l'année où on va avoir des petites étapes à choisir. C'est là qu'on va piger nos cartes, faire notre mise en place. Il y a la phase d'action. Les joueurs vont prendre l'action. La phase de récolte où on va récolter nos ressources. La phase d'hiver où je vais avoir à payer mes unités. Et ensuite, une phase de fin d'année où on va vérifier les conditions de victoire. On va tout de suite les passer une par une. C'est pas un jeu très complexe. Fait que commençons avec la partie 1, Start of the Year. Donc, première partie, début de l'année, il y a 2 étapes. Première étape, elle est très simple. On va piger 4 cartes de son deck. Là, je l'avais déjà fait dans la mise en place. Mais dans les phases subséquentes, on fait juste piger 4 cartes. Et comme je suis dans un deck building, si jamais j'arrive, mais je suis dans une des phases, je dois piger 4 cartes et il m'en reste plus 4. On va piger le nombre de cartes qui me reste. On va brasser le reste du deck. On va piger le nombre de cartes qui me manquent. Et ensuite, on va se reformer un nouveau deck avec ça. On va toujours avoir 4 cartes au début de notre tour de jeu. Deuxième chose qu'on va avoir à faire, c'est d'aller placer nos cartes de développement pour la manche. On s'est préparé un deck de cartes de développement. Au début de chaque tour de jeu, on va aller prendre dans ce deck-là une carte par joueur qu'on va aller afficher pour que ça soit visible pour chacun des joueurs. C'est les cartes qu'on va pouvoir acheter pour améliorer notre deck à la fin du tour de jeu. Fait qu'on se garde ça visible, pas trop loin de notre surface de jeu. Deuxième étape, la phase d'action. Dans la phase d'action, de la façon qu'elle va fonctionner, c'est que chaque joueur va prendre une action à tour de rôle. On va tourner en partant du premier joueur puis en continuant en sens horaire jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. Si on passe, on ne peut plus revenir dans la manche. On doit attendre que tous les autres joueurs aient passé. Passer en tant que tel, c'est l'une des actions qu'on peut prendre. C'est généralement la dernière affaire qu'on fait et on est obligé de passer si on n'a plus de cartes dans notre main quand c'est à nous de jouer. Fait que maintenant, quelles sont les différentes actions qu'on peut faire? On les passe une par une. Première option, très simple, je vais passer par-dessus jouer des cartes, je vais la garder pour un dernier. Première option, très simple, je peux attendre. Attendre, ça veut tout simplement dire que dans ma zone de jeu que je vais me placer devant moi, je vais jouer l'une de mes cartes au choix, mais je ne ferai rien avec elle, je fais juste l'annuler. Fait que c'est comme si je sautais un de mes tours de jeu, je préfère attendre de voir qu'est-ce que mes adversaires vont faire avant de moi-même de me compromettre avec une action plus engageante. Fait qu'on défausse une carte, on la met dans sa zone de jeu plutôt, puis on fait rien avec. Deuxième option, replace. Replace, ça va me permettre de remplacer ma main de carte si je ne la trouve pas bonne. J'ai vraiment pas ce que je veux, j'ai une action que je veux recruter par exemple, je ne l'ai pas, fait que je vais défausser une carte, je vais payer une ressource de menhir et de mon deck personnel, je vais piger une carte supplémentaire. Je suis content, j'ai obtenu exactement ce que je voulais. Fait que ça, c'est l'action Replace. Troisième choix d'action, j'ai l'action Remove, qu'on peut voir juste ici. Mon troisième choix d'action, Remove, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une carte que peut-être que je la veux plus, peut-être que je suis plus tard dans la partie, j'ai des meilleures cartes de recrutement, je la veux plus cette carte-là, je veux qu'elle disparaisse dans mon deck, je vais donc l'enlever. Pour l'enlever, je vais la retourner dans la boîte tout simplement, par contre, ça va me coûter rien de moins que 2 menhirs pour pouvoir faire cette action-là. En contrepartie, une fois que j'ai enlevé cette carte-là, 1 ne revient plus dans mon deck et je vais piger 2 cartes qui vont s'ajouter à ma main. Prochain choix d'action qu'on voit juste ici, l'action Upgrade. L'action Upgrade, la façon qu'elle fonctionne, c'est que premièrement, elle va me coûter 3 ressources de menhir à faire, c'est la plus chère dans les actions de base. Je vais choisir l'une des actions de ma main. Par exemple, je pourrais choisir cette carte-là, et là, j'ai 2 options. Soit je la retourne dans la boîte, soit je la mets dans ma zone active, mais elle ne fait rien. En contrepartie, je vais aller chercher l'une de mes cartes upgrade que j'avais en début de partie. Je pourrais choisir Call to War ou Plunder dans mon cas. Elles sont spécifiques au clan que j'ai choisi. Disons que je vais avoir Call to War, je le rajoute à ma main. L'autre carte upgrade, je la remets de côté. Je vais pouvoir l'acheter plus tard. Fait que maintenant, je suis rendu avec une de mes cartes clan et une de mes cartes
amélioré. L'avant-dernière option que je vais expliquer, c'est de passer. Je peux passer à n'importe quel moment dans mon tour. Peut-être qu'il me reste ces 3 cartes-là dans ma main, mais je ne vais plus rien faire avec ces cartes-là, fait que je décide de passer. Si je décide de passer, je vais défausser toutes mes cartes dans ma zone active, je ne ferai plus rien avec ça. Et je vais aller choisir l'une des cartes qui était disponible dans la zone d'avancement qu'on a préparée au début du tour de jeu. Je vais décider laquelle je veux prendre. Par exemple, je pourrais peut-être prendre la carte Town Hall. La carte Town Hall va me donner différentes actions sur lesquelles on va revenir. Il peut même me donner des points de victoire pour la fin de la partie. La nouvelle carte que je gagne, je vais la mettre sur le dessus de mon deck. Elle s'en va pas dans ma défausse. Je ne repigerai pas des cartes tout de suite. On se rappelle qu'on pige nos cartes dans la première phase, la phase Start of the Year. C'est là que je vais piger mes 4 cartes. Et je vais piger ma nouvelle carte forcément en premier. Les autres cartes, on ne remplace pas. Ça veut dire que le deuxième joueur qui va passer va choisir une des 2 cartes qui restent. Puis le dernier joueur à passer va choisir la carte restante. Il n'y aura pas le choix de sa carte. Le premier joueur à passer, c'est également lui qui va devenir premier joueur pour le tour suivant, puis il va aller chercher son jeton premier joueur. Moi, je ne l'avais malheureusement pas dans mon jeu, mais c'est censé être un jeton qui a exactement cette forme-là. Fait qu'il va aller le prendre, puis il va devenir le premier joueur, le premier à avoir passé. Donc, on aura compris qu'au tour 1 et 2, les cartes d'avancement qu'on va aller chercher, c'est des cartes à 1 point qui sont de niveau 1. Même chose pour le tour numéro 2. À partir du tour 3 jusqu'au tour 6, en fin de tour, quand on va faire notre phase où on passe, on va aller chercher une carte avancée qui a 2 points. Et au dernier tour de jeu, si on s'y rend, on va aller chercher les cartes qu'on avait mis de côté au début, qui sont les achievements, qui elles vont seulement nous rapporter des points de victoire. Comme on la ramasse au dernier tour, évidemment, on la jouera jamais, elle va juste être dans notre deck, fait qu'elle va nous rapporter des points de victoire selon une condition qui est spécifique. Fait que le premier joueur à passer au dernier tour va pouvoir choisir de quelle façon il va marquer ses points de victoire avec sa carte spéciale à la fin de la partie, si on se rend à la fin du 7e tour. Mais là, évidemment, j'ai passé par-dessus la première option qui était de jouer ses cartes. Quand on veut jouer une de ces cartes comme action de son tour de jeu, on va prendre l'une de ces cartes puis on va faire le nombre d'actions qui est dans le haut. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est une action de build. Dans ce cas-ci, j'ai le choix entre une action de recruit, de move, d'explore ou de build. Dans ce cas-ci, on voit que c'est une action de recruit, mais elle ne compte pas dans mon nombre d'actions. Fait que je pourrais jouer mon action de Town Hall avant ou après mon autre carte action que je voudrais jouer pour ce tour-là. C'est juste qu'il faut que je le fasse en même temps qu'une autre carte action. Ici, c'est une action de move qui est gratuite, une action de recruit qui est particulière, qui va être définie par le texte qui est là, ainsi de suite. Fait que si on les passe une par une, je vais commencer avec build parce qu'il va m'aider pour les autres actions. Si je veux jouer une action de build, je vais le jouer devant moi puis je vais faire le nombre de constructions qui est ici. Dans ce cas-ci, c'est un marteau, je fais une construction. Les constructions, on peut les faire sur les cases blanches qu'on voit un petit peu partout sur le plateau. Au fur et à mesure qu'on va explorer, on va révéler de nouvelles zones où il peut y avoir des endroits que je peux construire des bâtiments avancés. Les bâtiments de base, puis on a un petit rappel comme ça très très clair dans le livret d'instructions. On a le coût ici pour les petits bâtiments qui est 1 bois, un coût de 3 bois pour les grands bâtiments et ils font tous des effets différents sur lesquels je vais revenir au fur et à mesure que je vais expliquer les autres règles du jeu. Si je construis par exemple, disons que c'est au joueur vert, le joueur vert décide de construire un petit bâtiment ici, il va aller le placer comme ça dans sa zone, il va payer son bois et il va gagner le bénéfice qui est associé avec ce bâtiment-là. Certaines zones, par exemple ici, on voit que le symbole de Carved Stone, qui est ce bâtiment-là ne peut aller que sur cette case-là. C'est le seul endroit où il peut aller. Par contre, il n'y a rien qui m'empêcherait de construire autre chose sur ce bâtiment-là. C'est juste que si je veux construire un Carved Stone, le seul endroit que je peux le faire, c'est ici. Les grands bâtiments, on l'a déjà dit, ils peuvent aller juste sur les grands espaces et ils sont l'une des conditions de victoire. Fait qu'on fait simplement payer le coût du bâtiment qui est associé et on place le bâtiment. Très important, à l'intérieur du même territoire, il ne peut pas y avoir 2 fois le même bâtiment. Fait que si par exemple, j'ai décidé de construire une affaire qui produit du bois juste ici, on voit que le carré blanc ici est dans le même territoire que le carré qui est juste ici. Donc, je ne pourrais pas reconstruire le même type de bâtiment, étant donné qu'il est déjà présent à l'intérieur du territoire. Deuxième action que je peux faire si je joue une carte action, il y a l'action Recruit qui est représentée par ce petit bonhomme-là. Comme je l'ai dit, s'il y a un éclair, ça veut dire que cette carte-là ne compte pas dans mes actions. Fait que j'aurais pu le faire, j'aurais pu jouer ma carte bâtiment, puis tout de suite après dire, ben tiens, je joue un éclair, puis je recrute après avoir construit mon bâtiment. Fait que l'action de recrutement, comment elle fonctionne, c'est que je vais recruter un soldat par symbole que j'ai. Ici, j'ai un symbole d'un soldat, je recrute donc un soldat, je le place dans n'importe quelle zone que je contrôle. Je suis joueur mauve, je peux aller ici, ici,
ou ici. On n'est pas limité par le nombre de figurines dans le plateau. Par contre, on est limité dans le nombre de figurines qu'on possède. On en a juste 14, fait que ça monte assez vite. Si je recrute dans une zone, minimalement un soldat dans une zone où il y a une maison de recrutement comme ça, par exemple, si mon soldat, au lieu de le placer ici, je l'avais placé ici, ben, je vais recruter gratuitement un soldat supplémentaire. Et ça, c'est vrai pour chaque zone où il y a un de ces soldats-là. Fait que si, par exemple, j'étais dans cette situation-ci et je jouais cette carte-ci qui me permet de recruter 2 soldats, ben, je vais recruter mon premier soldat ici et mon deuxième soldat ici. Et comme ils ont chaque endroit une zone de recrutement, ben, je vais recruter un soldat de plus à chaque endroit. À noter qu'il faut que je place un soldat dans la zone pour profiter du bonus. Fait que si mes 2 soldats que je plaçais avec ma carte, j'en place un ici et disons que je placerais le deuxième ici, ben j'aurais juste mon plus 1 ici parce que j'ai pas produit de soldat à cet endroit-là. Je ne profite donc pas du plus 1. L'autre action que je peux faire, c'est l'action d'exploration. L'action d'exploration, c'est que je vais choisir l'un de mes terrains, l'une de mes zones dans laquelle il y a encore un espace ouvert. Par exemple, je pourrais pas explorer avec les petits bonhommes qui ont ici parce qu'ils sont dans un espace qui est complètement fermé. Même chose ici, mais je pourrais explorer avec eux autres ou eux autres. Disons que je décide d'explorer avec eux autres. Je pige la première tuile et je vais l'orienter comme je veux pour la placer sur le plateau. Disons que je vais prendre cette tuile-là, disons que j'ai pigé ça, ça va être plus simple pour mon exemple. Si je ferme un terrain, par exemple, si je me place comme ça ici, on voit que je ferme un terrain que je contrôle. Je vais immédiatement marquer un nombre de points de victoire, fait que je vais aller jeter les pions, je vais aller chercher, dis-je, les jetons correspondants. Dans ce cas-ci, je vais prendre des 1 et je vais marquer 1 point par tuile qui est incluse dans le territoire que je contrôle. Je contrôle le territoire qui est ici, je viens de le fermer, je vais donc marquer 2 points. J'ai beau fermer le territoire qui est ici, comme je ne le contrôle pas, je ne marque pas de points pour ce territoire-là. Je vais juste marquer celui-là. De la même façon, si mon adversaire il était placé comme ça ici, ben, je pourrais aller placer la zone qui est juste ici, je marquerai 2 points parce que je ferme un territoire qui est composé de 2 tuiles que je contrôle, alors que mon adversaire ne marquerait aucun point, même si c'est un territoire de 3 zones qui est fermé, parce que c'est moi qui joue la carte. Je ne peux pas déclencher un combat en plaçant une tuile, ce qui veut dire que je ne pourrais pas, si j'étais dans cet exemple-ci, placer la tuile comme ça ici, parce qu'on voit que là, je me ramasserais dans le même territoire que mon adversaire. Fait que ça déclenchera un combat, puis on peut pas déclencher de combat par l'exploration. Fait que j'aurais pas le droit de placer ma tuile comme ça. Par contre, si mon adversaire avait été là et que j'étais toujours dans cette même situation, c'est toujours cette tuile-là que je pige et je décide de la placer comme ça, mais là, on voit que je ferme un territoire, mais mon territoire est comporté de 1, 2, 3, 4. Il est composé de 4 tuiles différentes. Je marquerai donc 4 points de victoire. Fait que ça, c'est l'exploration. On s'en va vers l'avant-dernière action qui est le déplacement. Quand je vais faire un déplacement, je vais gagner un nombre de points de déplacement qui est égal au nombre de petites flèches qu'on a comme ça ici. Fait que par exemple, ça c'est 1 de move, ça c'est 1 de move, puis on voit que si je me déplace avec cette action-là, je vais gagner 1 pour le combat subséquent s'il y a un combat qui est déclenché par ce déplacement-là. Certaines cartes peuvent potentiellement me donner davantage de déplacements. Je ne sais pas si j'en ai pigé dans la mise en place que j'ai fait. Ici, par exemple, lui va me donner 2 déplacements, cette carte-là. Le déplacement, de la façon qui marche, c'est que je vais pouvoir déplacer une armée au complet en la décomposant si je le veux, puis je peux faire ça une fois par point de déplacement que j'ai gagné. Par exemple, si j'ai un point de déplacement, je pourrais prendre 1, 2 ou les 3 bonhommes, puis les déplacer d'une zone. Ça va me coûter un point de déplacement de plus si je veux franchir les lignes qui sont jaunes. Fait que si je vais aller de là à là avec 1, 2 ou les 3 bonhommes, ça va me coûter 2 points de déplacement. Ils doivent venir de la même carte, soit dit en passant. Si on a joué des cartes éclairs, 2 cartes éclairs qui me donnent un point de déplacement, c'est 2 cartes séparées. Fait que je peux me déplacer de 2 zones, par exemple, mais je pourrais pas les additionner pour me déplacer via une ligne, dis-je, jaune. Donc ça, c'est pour le déplacement. Très important, si j'ai plus qu'un point de déplacement, chaque point de déplacement est géré de façon indépendante. Fait que si, par exemple, j'ai 3 points de déplacement, ben avec mon premier point de déplacement, je pourrais aller là. Avec mon deuxième point de déplacement, je pourrais prendre, par exemple, ces 3 bonhommes-là, puis aller là. Puis avec mon troisième point de déplacement, ben peut-être que je pourrais prendre un de ces bonhommes-là, puis aller ici. Fait qu'on voit qu'il y a un personnage qui s'est déplacé plus qu'une fois. C'est tout à fait permis à l'intérieur des règles du jeu. Là, évidemment, c'est un jeu qui va avoir des combats. Fait que si avec mes 3 points de déplacement, j'avais plutôt fait, par exemple, 1, 2 points de déplacement parce que je passe une ligne jaune, puis avec mon troisième point de déplacement, je prends tous ces bonhommes-là, puis je m'en vais là, ça va évidemment déclencher
un combat. Comment fonctionne le combat? C'est archi simple. On va commencer par calculer la force de combat de chacune des troupes. J'ai 4 unités, il y a 3 unités, j'ai donc une force de 4, il y a une force de 3. On va ensuite décider en commençant par l'attaquant, est-ce que j'ai des pouvoirs qui ont été joués particuliers? Par exemple, si j'ai joué cette carte-là pour me déplacer, ça va automatiquement me donner une force de combat de 1 supplémentaire. Fait que là, disons que je serai à 5, mon adversaire est à 3. Les joueurs en commençant par l'attaquant vont décider s'ils dépensent des pommes. Chaque pomme que je dépense va me donner un plus 1. Je peux dépenser un maximum d'une pomme par soldat que j'ai. Disons que je dépense une pomme, je suis donc rendu à 6. Disons que mon adversaire dépense 2 pommes ou 3 pommes, il a le droit d'en dépenser 3, il y a 3 soldats, il pourrait pas en dépenser 4, il y a juste 3 soldats. Disons qu'il dépense 3 pommes, on est donc rendu à 6 contre 6. Je dois dépenser du nombre de pommes que je dépense en premier, avant mon adversaire. Si j'avais attaqué mon adversaire dans une zone où il se défend avec une muraille, il aurait eu plus 2 à son jet de combat. Si j'attaque mon adversaire dans une zone où il y a une tour comme ça ici, une petite tête de mort, ça va lui donner plus 1 son résultat de tête de mort. Quand on a fini de calculer nos troupes, là, on voit qu'on est à 6-6, mais chaque joueur va lancer un dé. Le mauve lance ce dé, il obtient 2 têtes de mort. Le jaune lance ce dé, il obtient une hache et une tête de mort. Pour calculer la victoire au combat, c'est le nombre de haches qui compte. Je suis donc à 6 plus 2 têtes de mort, il est à 6, 7 et une tête de mort. C'est lui qui gagne le combat. Avant qu'on résolve le combat, on doit résoudre les têtes de mort. Les têtes de mort, c'est le nombre de pertes qu'il va avoir dans l'armée adverse. Fait que moi, j'ai perdu le combat, mais vu que j'ai roulé 2 têtes de mort, j'ai quand même infligé 2 pertes. Lui, il m'a infligé une perte, mais il a gagné le combat, donc je dois me retraiter. Je vais me retraiter dans un territoire adjacent que je contrôle ou qui est neutre. Fait que si je suis là, par exemple, je pourrais retraiter toutes mes troupes ici. Comme tous les territoires autour de moi sont neutres, je pourrais toutes me retraiter là, par exemple. Pour des raisons évidentes, s'il y avait eu, disons, juste 2 soldats, même s'il gagne le combat, vu que j'ai roulé 2 têtes de mort, si j'élimine tous ces soldats, même s'il y a plus de haches que moi, son nombre de pertes est trop grand, j'ai quand même remporté la zone. S'il y avait des bâtiments à l'intérieur de la zone, on les détruit pas, on fait juste en prendre le contrôle, fait que c'est moi qui va profiter du bonus de ce dit bâtiment. La dernière action qu'il va avoir, c'est l'action de piger des cartes. Si je joue une carte comme celle-là, ça va me faire piger des cartes, fait qu'on comprend que ça va me donner donc plus d'actions pour mon tour. Là, dans le jeu, il y a un concept avec les couleurs de cartes. Si c'est un symbole qui est vert, qui est autour de la carte, on voit qu'il y a une petite ligne verte autour de la carte, ça veut juste dire que je pige. Fait que si je pige 2 cartes, c'est rappelé dans le bas de la carte. S'il y a une carte qui a du rouge, ça veut dire que je dois défausser ces cartes-là. Fait que dans ce cas-ci, je pigerai 3 cartes, mais j'en défausserai 2. Fait que j'en garderai juste une autre. On sait toujours un rappel juste en bas ici dans le texte. Quand c'est du jaune qu'il y a, ça veut dire que cette carte-là, je vais la placer sur le dessus de mon deck. Fait que je vais donc piger 3 cartes. Il y en a une des 3 que je vais replacer sur le dessus de mon deck. Fait que je vais la repiger prochainement. C'est toujours rappelé avec le texte qui est juste en dessous. Fait que ça peut être également une des actions de mon tour pour jouer ces cartes-là. Le dernier type d'action qu'il va avoir, ce sont les actions spéciales qui sont identifiées avec ce symbole-là. Là, je ne les passerai pas toutes une par une, mais grosso modo, si on joue une carte comme celle-là comme action pour notre tour de jeu, ben on fait ce qui est écrit sur la carte tout simplement. Ça peut être différentes choses, variables, il faut avoir selon les circonstances. Donc, en résumé rapide, ma phase d'action, soit je peux jouer des cartes, fait que je fais l'icône des cartes, fait que je peux me déplacer, recruter, construire des bâtiments, explorer des nouveaux zones, des actions spéciales, piéger des cartes. Si je me déplace, ça peut provoquer des combats. Soit je peux juste sauter un tour de jeu, fait que je défausse une carte puis je fais rien. Soit je peux remplacer une de mes cartes, fait que je défausse une carte, j'en pige une autre, ça me coûte 1 menhir. Soit je peux détruire une de mes cartes, ça me coûte 2 menhirs, je fais juste l'enlever. Soit je peux améliorer, fait que soit je la détruis, soit je la replace dans ma zone puis je fais rien avec, mais d'une façon ou d'une autre, je vais me chercher une carte, une de mes upgrades que j'avais en début de partie, ça me coûte 3 menhirs. Détruire une carte, ça en coûtait 2. Ou je passe, puis comme je l'ai dit, quand je passe, ben c'est là qu'on va aller chercher des nouvelles cartes qu'on va rajouter sur le dessus de son deck. Si je suis le premier à passer, je deviens le premier joueur. Puis on continue une phase d'action comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. Là, vous aurez remarqué qu'il y a une phase de créature. Ça, j'en parlerai pas. C'est un petit module qui est optionnel que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Ensuite, on va avoir notre phase de récolte. Fait que quand tout le monde a fini avec ses actions, on arrive dans notre phase de récolte où on va récolter de la gloire et des ressources. Premièrement, au niveau de la gloire, on va aller regarder nos territoires qui sont fermés. C'est juste les territoires fermés qui vont pouvoir rapporter de la gloire. Fait que dans le cas du joueur vert, on voit déjà qu'il peut pas en rapporter. Les deux autres joueurs peuvent en rapporter. Le joueur jaune, il y a 2 territoires fermés. Le joueur mauve en a 3. Les territoires fermés qui sont de 2 tuiles ou moins, ben ils peuvent pas être de moins de 2 tuiles. Fait que donc de 2 tuiles, par exemple, le joueur jaune ici, il y a un territoire fermé à 2 tuiles. Il y a un territoire fermé à 2 tuiles ici. Ils vont rapporter 1 point chaque. Prends ça et mets ça dans sa réserve. Les territoires à 3 tuiles ou plus, par exemple, ici, on voit que j'ai un territoire à 3 tuiles fermé ici, puis un territoire à 4 tuiles fermé ici, vont rapporter 2 points chaque. Fait que le joueur jaune ferait 1 point, 2 points, alors que le joueur mauve ferait 1, 2, 3, 4, 5 points.
points. Si on contrôle un hôtel des rois, qui est ce petit bâton-là ici, tel qu'indiqué sur la tuile, on va marquer 3 points supplémentaires. Il n'est pas obligé d'être dans un territoire fermé tant qu'on contrôle le bâtiment en fin de tour de jeu. Quand ça c'est fait, on va aller compter les ressources qu'on gagne. Fait que chaque ressource qui est imprimée sur le plateau, si on la contrôle, on la gagne. Fait que le joueur mauve, on voit ici qu'il fait 2 bois. Sur ce territoire-là, je fais rien de particulier. Sur ce territoire-là, je fais une pomme. Et ce petit bâtiment-là, on voit qu'il me donne un bois. C'est écrit en haut à droite. Fait que je suis rendu à 3 bois, une pomme. Je regarde sur ce territoire-là, j'ai rien de particulier. Sur ce territoire-là ici, j'ai une pomme. Donc, on fait tout simplement ramasser toutes ces ressources-là. Là, on a vu, il y a 3 bâtiments qui servent à ça. On a un bâtiment qui me donne du bois supplémentaire. On a un bâtiment qui va me donner des pommes supplémentaires qui ressemblent à ceci. Et on a un bâtiment qui va me donner des menhirs que j'avais vu tantôt qui ressemblent à ceci. On a vu que le bois va principalement servir à construire des bâtiments. Il va servir aussi dans la phase d'entretien éventuellement. Les pommes vont servir dans la phase d'entretien. Je peux les dépenser pour la puissance au combat. Et les menhirs vont surtout servir à améliorer mon deck de cartes. Fait qu'on ramasse nos ressources comme ça, puis on a fini notre phase de récolte. À préciser qu'à la fin de ma phase de récolte, je peux, si je le veux, échanger 3 ressources d'un type mélangé ou du même type à mon choix pour aller gagner une ressource d'un type différent. Si j'ai vraiment besoin d'un menhir supplémentaire pour mon prochain tour, si j'ai vraiment besoin d'un bois supplémentaire pour mon prochain tour, je peux donner 3 ressources de mon choix pour aller chercher la ressource dont j'ai besoin. Ensuite, on a l'hiver où on doit payer des ressources. La façon qu'on va payer nos ressources est indiquée sur notre petite aide-mémoire juste ici. Fait qu'on va regarder j'ai combien d'unités sur le plateau. Si j'ai 1 à 3 unités sur le plateau, j'ai rien à payer. Fait qu'on voit que le joueur jaune a 4 unités, le joueur vert en a 5, tandis que le joueur mauve en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que donc, on voit que le joueur jaune et le joueur vert sont dans la zone 4 à 6 unités, ils doivent donc payer chacun une pomme. Moi, je suis dans la zone 10 à 12 unités, je dois donc payer 3 pommes et un bois. Puis ça, c'est ma phase d'entretien. Si je ne peux pas payer la ressource, disons que j'ai juste 2 pommes et un bois, mais je les paie au complet, mais en contrepartie, je vais gagner une carte d'Unrest que je vais aller mettre dans mon deck. Les cartes d'Unrest, on peut pas les enlever d'aucune façon, et en fin de partie, ils vont valoir un moins 5 points de victoire chacune. En plus de pourrir ma main, ça va me faire moins d'actions quand je vais la piger. Je vais avoir une action de moins ce tour-là. Et si jamais il n'y a plus, dans le cas très très rare, ça m'est pas arrivé dans mes parties, mais dans le cas très très rare où il n'y aurait plus de cartes Unrest disponibles, puis il faut en prendre une, mais on fait juste perdre immédiatement 5 points de victoire qu'on s'enlève de sa réserve. Et là, on arrive finalement dans la 5e phase de jeu qui est le End of the Year. On va vérifier les règles de victoire. Donc à ce moment-là, on va vérifier si un joueur contrôle 3 territoires fermés dans lesquels il y a un grand bâtiment. Là, on voit que présentement, ce n'est pas le cas. Je contrôle un grand bâtiment ici. Il est dans un territoire fermé, ça me fait un. J'en contrôle un deuxième ici, mais lui, il n'est pas dans un bâtiment fermé. Ici, il y a un espace. Même s'il y avait un grand bâtiment ici, mais j'en contrôlerais juste 2. Par contre, si au tour suivant, je réussis à placer ça ici, mais là, si personne ne fait rien, à la fin de ce tour-là, j'aurais gagné parce que je contrôlerais 3 zones fermées dans lesquelles il y a un grand bâtiment. Si personne contrôle ça à la fin du tour de jeu, on fait simplement avancer le marqueur. Fait que si par exemple je suis au 4e tour de jeu, je vais avancer au 5e tour de jeu. Et à ce moment-là, s'il y a un joueur qui n'est plus présent sur le plateau, il peut revenir avec des nouvelles unités. Il y a une petite règle qui s'appelle le Second Chance qu'on va mettre en application pour qu'on puisse revenir sur le plateau. Il n'y a pas d'élimination dans ce jeu-là. Si on arrive à la fin du 7e tour de jeu, puis il y a toujours personne qui contrôle 3 territoires fermés avec un grand building, on va plutôt passer un décompte de points de victoire de fin de partie. Si on a besoin de compter les points en fin de game, c'est super simple. On va révéler tous les jetons qu'on va avoir ramassés parce qu'au fur et à mesure qu'on les ramasse pendant la partie, nous on sait c'est combien, mais on va les mettre face cachée. Les autres joueurs ne le sauront pas nécessairement. Donc on va révéler ces points-là. On va ajouter tous les points des cartes qu'on peut avoir dans notre deck. Il y a plusieurs cartes qu'on peut acheter, pas acheter, mais qu'on peut gagner en fin de tour qui vont nous valoir des points de victoire en fin de partie. On les ajoute. Chaque 3 ressources qu'on a, on fait un point de victoire. Fait qu'on divise notre nombre de ressources à 3, on arrondit à l'inférieur, ça nous fait un certain nombre de points de victoire. Les cartes Unrest, comme je l'ai déjà dit, vont valoir moins 5 en fin de partie. Et le joueur qui va avoir le plus de points va remporter la partie. Je précise tout de suite que si c'est dans le même tour de jeu, ça m'est pas arrivé ça non plus, mais s'il y a 2 joueurs qui ont qui contrôlent 3 bâtiments sur des territoires fermés dans le même tour de jeu à la fin d'un tour de jeu, ben on va déterminer lequel des 2 gagne en calculant les points de victoire exactement de la même façon que ce que je viens de vous expliquer.
Et la dernière chose sur les conditions de victoire, c'est que la condition 1 a priorité sur la condition 2. Fait que si à la fin du 7e tour de jeu, il y a quelqu'un qui contrôle 3 territoires fermés avec un grand building, c'est lui qui gagne. On compte pas les points de victoire. On compte les points de victoire juste s'il y a personne qui contrôle 3 grands buildings dans des territoires fermés à la fin de la partie. Je reformule juste pour être sûr, c'est clair. Ça me prend 3 territoires différents avec un grand building et non pas 3 grands buildings parce qu'il est tout à fait possible qu'il y ait 2 grands buildings dans le même territoire, mais ça compte quand même juste pour un territoire avec des grands buildings. Donc voilà, c'était Northgard Uncharted Lands, ce jeu 4X de Vikings. Fait que si je commence la critique d'abord au niveau des composantes, c'est des composantes que j'ai beaucoup aimées. C'est des composantes relativement simplistes. Il n'y a rien de particulièrement extraordinaire, mais c'est des composantes qui font le travail, qui sont efficaces. Les tuiles de bâtiment sont vraiment très épaisses. Le visuel, l'iconographie du jeu est extrêmement claire, ce qui est important. Le manuel de règles est bien fait aussi. Les minis sont éclatantes et j'ai trouvé intéressant qu'on ait différentes minis avec différents modèles. Il n'y a pas de différence physique, mais on a des gars, des filles dans chaque clan. J'ai trouvé ça intéressant. Ils n'ont pas exactement le même modèle, fait qu'il y a un petit peu de variété dans les modèles. Les tokens de ressources sont relativement génériques et que c'est des pommes du bois, si tu veux faire. Mais ça fait le travail. L'insert à l'intérieur du jeu est efficace. Les tuiles, ça fonctionne super bien. J'aime les espèces de petites encoches qui fait que ça s'emboîte bien les unes sur les autres. Les tuiles, on peut toujours les placer dans n'importe quel sens quand on explore. Et de façon générale, les pointillés fit toujours parce qu'ils ont mis sur les coins des tuiles, fait qu'on est toujours capable de créer des territoires. C'est rare qu'une tuile ne se place pas quand on la pige, fait que ça j'ai trouvé ça très intéressant. Les cartes sont belles, sont efficaces, donc pas grand chose à dire. C'est pas des composantes stellaires extraordinaires, mais t'as des très très bonnes composantes pour le prix que tu paies le jeu. L'autre chose que je vais dire ensuite au niveau des mécaniques, ben, c'est un jeu qui, à ma grande surprise et à ma grande joie, répond aux attentes qu'il a créées. C'est-à-dire que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un jeu extraordinaire que je tombe en bas de ma chaise tellement qu'il révolutionne les mécaniques du genre, mais c'est un jeu qui répond à la promesse qu'il m'a fait quand je me le suis procuré, ou quand je l'ai reçu plutôt. Donc c'est un jeu qui me dit qu'il va durer moins de 90 minutes. Il dure moins de 90 minutes. J'ai joué juste à 2 et à 3 en toute honnêteté. J'ai pas joué à 4 ou à 5, mais j'aurais de la misère à croire qu'il est si long, qu'il serait bien plus long. À 2, c'est une partie d'une heure environ, une fois qu'on est habitué. À 3, là, ça m'a pris un petit peu plus qu'une heure, mais c'est vraiment un jeu qui est très rapide dans sa façon de se jouer et qui est très simple à expliquer. Le livre de règles est très très mince. Il y a 7-8 pages de règles. Les actions sont faciles, sont simples, sont intuitives. Tu veux te déplacer, tu prends une troupe. C'est pas le genre de jeu que j'ai 3 actions de déplacement, mais la même unité à droite, t'as pas le droit de se déplacer plus qu'une fois. J'ai juste à me rappeler que les lignes jaunes, c'est 2 déplacements au lieu d'1 et c'est tout. Les combats sont simples. J'ai 3 soldats, t'en as 4, on part à 4 contre 3, je dépense 2 pommes, mais c'est rendu 5 contre 4 pour moi. On lance notre dé, on additionne ça, certaines cartes vont donner des petits bonus. Fait que c'est un jeu très très simpliste dans sa façon de se jouer, mais ça le rend donc très très accessible. Fait que tu sais, c'est pas une critique qui va être très très longue, je suis déjà en train d'achever. Si t'aimes les jeux de deck building, c'est quelque chose qui va te plaire. Par contre, si t'aimes les jeux que ton deck building, c'est la mécanique qui est au cœur de ça, puis c'est super important, c'est pas un jeu que tu fais beaucoup de deck building. Tu vas acheter littéralement 6 cartes dans toute la partie, tu pars avec un deck de 6 cartes, puis tu vas en détruire quelques-unes pendant la partie, tu piges 4 cartes par tour. Fait que t'auras pas un deck de 32 cartes à la fin de la game. Là. C'est pas un deck que tu vas brûler tes 6 cartes de départ pour t'en acheter 15 autres. C'est un deck que tu vas peut-être avoir une dizaine de cartes dans ton deck à la fin de la partie. C'est un jeu que le deck building il est là, mais c'est ça qui va déterminer les actions que tu vas faire, mais c'est pas ça le cœur de ton jeu, de bien construire ton deck de cartes. C'est plus d'utiliser les actions. C'est pas un jeu que tu as énormément de choix dans les cartes que tu vas prendre. Si tu joues une game à 3, il y a 3 options. Si c'est pas toi qui passes en premier, t'en restes juste 2. Si tu passes en dernier, t'en restes juste une. C'est juste que qu'est-ce que tu vas faire avec cette carte-là quand tu vas la piger. Au niveau du deck building, l'autre chose qui est le fun, c'est que les cartes que tu gagnes, tu les mets dessus de ton deck, fait que c'est pas long avant que tu les repiges. Ça, j'ai apprécié ça. Mais c'est quand même pas une énorme mécanique à l'intérieur du jeu. J'ai pas l'impression que j'ai fait beaucoup de deck building à l'intérieur de ce jeu-là. Par contre, toutes les autres règles, déplacement, construction, exploration, piger des cartes, il me semble que j'oublie quelque chose, recrutement, c'est tout super simple comment ça fonctionne. Les bâtiments, qu'est-ce qu'ils font? L'icône est imprimée dessus. Si c'est une tête de mort, si je t'attaque dans un bâtiment qui a une tête de mort dessus, je vais avoir automatiquement une perte de plus dans l'armée. Si je t'attaque dans un endroit où tu as un bâtiment avec 2 haches, tu as automatiquement 2 de plus pour me battre dans le combat. Qu'est-ce qui fait ce bâtiment-là? C'est une pomme qui est imprimée dessus. Ça en rapporte une pomme de plus en phase de récolte. Fait que l'iconographie aide beaucoup à la simplicité du jeu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un jeu qui va avoir la profondeur des autres 4X. C'est pas Twilight, c'est pas Eclipse, c'est pas un jeu de ce genre-là. Mais c'est un jeu que, écoute, c'est un 4X presque familial. Fait que si c'est ça que tu cherches,
Tu viens peut-être de le trouver avec des belles composantes, le visuel il est beau, la map est intéressante une fois que tout est bâti, fait que c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé très très sharp. C'est pas un jeu que je vais jouer 3 fois par semaine pendant 6 mois, c'est un jeu que je vais sortir de temps en temps quand je vais avoir des joueurs plus légers qui veulent jouer à ce genre de jeu-là. C'est un jeu que la map est petite, fait que t'es toujours dans la face des autres joueurs très rapidement. Ça me fait penser beaucoup à Small World à cause de ça, même si les mécaniques n'ont rien à voir. C'est un jeu qui me fait penser à Small World parce que t'es tout le temps en face de l'autre, c'est simple à expliquer. T'as une bonne idée de ce qui va se passer à l'intérieur des combats. Puis il y a le même mini défaut que Small World va avoir. C'est un jeu de guerre puis de contrôle de territoire. Fait que si tu joues juste à 2, ben t'es tout le temps en face du même joueur. Fait que peut-être que ça va te plaire un peu moins. C'est un jeu que je pense, j'ai joué à 2 puis à 3, c'est un jeu que j'ai aimé beaucoup plus à 3, même si je l'ai quand même apprécié à 2. Donc un beau petit jeu que j'ai trouvé fort sympathique et que je vais recommander si tu cherches un 4X léger qui se joue en moins de 90 minutes, qui s'explique en moins de 10 minutes, qui sort assez facilement, puis qui va être capable de rejoindre un plus grand nombre de joueurs. Mine de rien, je vais terminer, j'ai quand même apprécié. Chaque joueur a 2-3 cartes différentes que c'est juste lui qui peut avoir. Si t'es loup, tu vas te déplacer plus rapidement. Par exemple, il y en a un autre qui va explorer plus facilement, fait que ton clan que tu choisis en début, il y a quand même une importance sur la façon dont tu vas jouer ta game. Fait qu'il y a même un petit peu très légère part de symétrie ou à tout le moins de ce qu'on va appeler du Variable Player Powers à l'intérieur du jeu, ce que j'ai apprécié. Fait que j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Northgard. Moi, c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Ce sera pas nécessairement mon coup de cœur du mois ou mon coup de cœur de l'année, mais il risque d'être dans mon jeu familial de l'année en fin d'année, tellement que j'ai apprécié être capable de jouer à un jeu qui me donne l'impression de déployer beaucoup d'armées puis d'attaquer plein de monde puis de faire plein de ressources puis de construire de nouveaux bâtiments, mais dans un cadre qui est simple, facile à comprendre puis facile à présenter à d'autres joueurs. Les joueurs avec qui j'ai joué, c'est pas des gros gamers, puis ils ont aimé ça quand même. Donc voilà. Fait que moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si c'est pas encore fait, viens t'abonner, s'il te plaît, ou si ça te tente à notre chaîne YouTube, viens nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Viens nous supporter sur Patreon si tu souhaites que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité sur ce channel la prochaine et fais attention à toi dans ces contrées nordiques.